Au sommaire de ce journal, comme prévu, c'est ce vendredi 27 juin 2025 que va intervenir la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La signature de cet accord interviendra à 13h30 heure de Washington et à 18h30 heure de Kinshasa. Thérèse Kayikwamba et son homologue du Rwanda vont signer en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio les documents devant mettre fin à la guerre et obtenir le retrait immédiat de groupes armés. Quelques jours après avoir reçu les catholiques et les protestants, le président Félix-Antoine Tshisekedi a conféré avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais ce jeudi 26 juin 2025. Selon l'archevêque Ejiba Yamapia, sa plateforme a reçu les cutis du chef de l'État pour poursuivre sa démarche en intégrant la SENCO et les CC en faveur de la quête de la paix. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Nouvelle session d'information sur Bosolo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué l'implication du président américain Donald Trump dans la médiation du futur accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Dans une interview exclusive accordée à la journaliste Ariana Viras Victoria, correspondante permanente à la Maison-Blanche pour l'Afrique, il a décrit cet accord comme une réponse attendue à un conflit vieux de 3 décennies. Pour Félix Tshisekedi, cet accord, dont la signature est prévue à Washington entre le ministre rwandais et congolais des Affaires étrangères, vise avant tout mettre fin à la guerre et à obtenir le retrait inconditionnel de groupes armés. Mais selon lui, les causes du conflit vont au-delà de la seule dimension militaire. Il faut aussi résoudre cette guerre qui est fondamentalement une guerre économique, a-t-il insisté. Il a rappelé qu'à son arrivée au pouvoir en 2019, il avait mené une initiative diplomatique en direction de pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, en faveur d'une coopération fondée sur les échanges économiques. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a conféré avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais quelques jours après sa rencontre avec les catholiques et protestants. Selon l'archevêque Ejiba Yamapia, sa plateforme a reçu les cutis du chef de l'État pour poursuivre sa démarche en intégrant la SENCO et les CC. Suivez. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SENCO et ECC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. Le président des CIME, Idriss Katinga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant,
les efforts diplomatiques menés par notre pays. Parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Hein? Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons le quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Et la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali intervient dans quelques heures. Les deux délégations se retrouvent déjà à Washington pour cette fin. Cet accord propose plutôt le retrait immédiat et sans condition de troupes rwandaises sur les sols congolais et permettra le retour d'une paix durable dans les deux nations africaines. Les détails avec Ben Israël Ntumba. Ça sera peut-être un jour inoubliable. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer ce vendredi 27 juin 2025 l'accord de paix à Washington en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Cet accord, obtenu grâce à l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire politique de la région des Grands Lacs en mettant fin à une crise sécuritaire de près de 3 décennies exacerbée par la rébellion de l'AFC M23 dans l'est du pays. Tommy Bigot, porte-parole adjoint principal du département d'État, est revenu sur l'importance de cet accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Il reconnaît qu'après la paix obtenue sur le papier doit désormais se matérialiser sur terrain, c'est-à-dire dans les relations quotidiennes de ces deux États. Abordant les grandes lignes dit accord, il estime que cet accord va désormais ouvrir la voie aux investissements économiques et au développement tant souhaité par les différentes parties prenantes. Cet accord prévoit des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, le désarmement et intégration conditionnelle des troupes armées non étatiques, la mise en place des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité intégrale de la CONEPT du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire à un cadre d'intégration économique régionale. S'appuyant sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, l'accord signé mercredi 18 juin 2025 par les délégués de la RDC et du Rwanda a été élaboré au cours de 3 jours de dialogues constructifs portant sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques. Avant la signature proprement dite par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, cet accord a été déjà paraphé par les experts et délégués de ces deux États de la région des Grands Lacs. L'accord devra être signé à 13h30 heure de Washington et 18h30 heure de Kinshasa. Autre chose, dans ce journal, l'école des guerres de Kinshasa a vibré ce mercredi 25 juin 2025 au rythme de la 2e édition du colloque international, ouverte solennellement par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadiamvita. Placé sous le thème Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutations géopolitiques internationales. Ces forums de haut niveau s'est tenu pendant 2 jours du 25 au 26 juin 2025 avec la participation de plusieurs experts civils et militaires nationaux et étrangers. Images et commentaires.
Kinshasa accueille depuis ce mercredi la deuxième édition du colloque international de l'école des guerres placé sous le thème « Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale ». Un rendez-vous d'envergure qui réunit experts, militaires, chercheurs et officiels autour des défis sécuritaires auxquels la RDC fait face. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'école des guerres, le général-major Mouland Nawej, a souligné l'importance de ces colloques dans les contextes actuels. Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo, a insisté sur la pertinence stratégique du thème abordé à l'heure où la RDC, riche en ressources, est située dans une zone hautement géostratégique et confrontée à une insécurité croissante et à des ingérences extérieures. La défense de notre intégrité territoriale ne peut plus se concevoir uniquement en termes de déploiement physique. Elle exige donc une maîtrise des technologies de l'information, une capacité de veille stratégique, une intégration du renseignement numérique et une formation adaptée à nos forces. Ce colloque est donc une plateforme essentielle. Il permettra de croiser les expertises militaires, scientifiques, académiques et diplomatiques afin de proposer des pistes concrètes pour une défense moderne, agile et anticipative. En marge du colloque, le vice-premier ministre de la Défense a tenu une séance de travail avec le caucus des députés du Grand Équateur. Une rencontre axée sur les retours d'expérience de sa récente mission dans la 13e région militaire. Il a été question d'évaluer les réalités sécuritaires locales et d'identifier des pistes concrètes pour renforcer les capacités des forces armées et de la résilience des populations. À travers ces colloques et ces échanges politiques, Kinshasa entend poser les jalons d'une doctrine de défense moderne adaptée aux menaces contemporaines et capable de garantir la souveraineté du pays. Dans une décision rendue publique ce jeudi 26 juin 2025 à Arusha, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples a tranché en faveur de la République démocratique du Congo en se déclarant compétente pour examiner l'affaire opposant le Rwanda dans les cadres de l'agression militaire survenue en 2025. La Cour a rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par le Rwanda qui plaidait l'irrecevabilité de la requête et contestait la compétence de l'instance. Edouard Chama pour le propos recueilli. La Cour africaine de droits de l'homme et des peuples vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons
l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ces dossiers. Au troisième jour de sa mission officielle en République démocratique du Congo, la délégation de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad, conduite par son président Ahmed Barchiret, a visité ce mercredi 25 juin 2025 les centres électoraux Bossolo, infrastructure emblématique de la Commission électorale nationale indépendante située à Kingabwa dans la commune d'Elimete. Images et commentaires. Conduite par son président Ahmed Barchiret, la délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion électorale a visité ce mercredi 25 juin le centre électoral Bossolo à Kingabwa, une structure stratégique de la Commission électorale nationale indépendante. Ce centre, créé sous l'impulsion de Denis Kadima Kazadi en amont des élections de 2023, symbolise l'engagement de la CENI pour un processus électoral transparent. Il centralise, traite et publie les résultats électoraux en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, dans le but de garantir la vérité des urnes et prévenir le tension post-électorale. Accueilli par le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo et les directeurs de la logistique Hilaire Kambalé, la délégation tchadienne a bénéficié d'une visite guidée approfondie. Les entrepôts centraux de 4000 m², les installations technologiques, le système d'énergie et de sécurité, dont un forage d'eau de 75 mètres, ont été minutieusement présentés. Une démonstration des anciens et nouveaux kits électoraux a également été faite. Inspiré du modèle sud-africain, le centre Bossolo est aujourd'hui une infrastructure permanente au service de la modernisation électorale en RDC. Ahmed Barchiret a salué cette avancée majeure et le leadership du président Kadima, appelant à la poursuite de réformes pour consolider la crédibilité du processus électoral congolais. Il y a quand même apporté une très grande innovation dans le système électoral congolais. Et nous avons constaté qu'effectivement, par rapport aux élections qui sont passées, telles que déjà projetées ici, que c'est un progrès remarquable et qui mérite d'être mis à son actif et que nous encourageons à ce qu'ils puissent poursuivre cet élan de montrer encore plus d'avantages et de rendre les élections plus transparentes et plus crédibles. Une réunion bilan avec Denis Kadima Kazadi est prévue ce jeudi 26 juin pour clôturer cette mission de change. Rendons-nous dans la partie orientale du pays au dialogue d'Arou. J'ai parlé de la notabilité iturienne présente au dialogue d'Arou 2 qui a promis de s'impliquer activement en vue de la réussite totale de ces pourparlers. Cette dernière l'a fait savoir le jeudi 26 juin 2025 lors d'une interview accordée à la presse. Suivez. Voilà. La notabilité iturienne salue l'initiative des autorités provinciales, celle de l'associé dans le pourparler d'Arou 2, en vue de la résolution des problèmes sécuritaires de la province. Jusque-là, l'impression est encore bonne. Il est question de sortir de nos égos, de voir l'intérêt général de l'Ituri. C'est ce qui prime. Ce qui est intéressant, nous avons écouté avec vous tous les 6 groupes armés de l'Ituri. Ils se sont exprimés librement et les travaux évoluent bien. Je crois que, comme disent les uns et les autres, la fumée blanche pourra sortir demain. Ces dernières s'engagent à s'impliquer activement dans la mise en œuvre effective des résolutions qui seront prises lors de ces assises. Nous savons travailler, ils ont parlé, ils ont été francs, ils ont dit toutes les vérités ouvertement. La première des choses que nous, en tant que communauté, nous avons salué. Deuxième des choses, c'est qu'ils se sont engagés au processus. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour la paix. Ils sont fatigués avec la guerre. Et en présence des chefs coutumiers et des leaders communautaires, nous avons pris acte de leur détermination et de leur engagement. Comme tout le monde est disposé à la paix, quand une telle manœuvre
négative veut s'installer dans notre territoire, tout le monde est comme chargé de sécurité. On ne peut pas accepter que tout fils d'Arou puisse aller dans ce sens-là. Si on apprend seulement que non, vous êtes dans un mauvais chemin, automatiquement c'est la même population qui te dénonce auprès des services de sécurité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le territoire d'Arou est très calme. Rappelons que le dialogue intergroupe armé Arou 2 évolue en toute quiétude sans aucun incident sous la coordination du commandant 32e région militaire, le général-major Antoine David Mouchimba, représentant le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Clôture ce jeudi 26 juin 2025 de la deuxième semaine de l'énergie en République démocratique du Congo. Ouvert le 24 juin dernier, la deuxième semaine de l'énergie a connu la participation de plusieurs partenaires ainsi qu'experts en vue de trouver des solutions à travers l'auto-évaluation dans ces secteurs importants de la vie. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres les allègements fiscaux. Ben Israël Toumba et Prince Ngoï pour plus de détails. Durant 3 jours, les acteurs du secteur de l'énergie, dont les partenaires et autres, ont eu des moments d'échange fructueux en vue de trouver des solutions idoines quant au problème de la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce mot de clôture de la semaine de l'énergie, la directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubengangalula, a fait voir le travail des titans réalisé par les équipes de cette structure mise en place dans la fiscalité non attractive et promettent. Notre établissement fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses afin de disposer des retombées lors de la tenue de la prochaine semaine de l'énergie. Nous avons aussi reçu avec satisfaction quelques initiatives collectives déjà prises par certains d'entre vous pour faire face aux défis rencontrés dans le secteur. Et parmi les défis à relever, Sandrine Moubengangalula a indiqué que son bureau a reçu toutes les difficultés liées au secteur et devra se mettre pour répondre à toutes les initiatives. Tout en saluant ces initiatives, nous vous informons que l'ARE a déjà initié avec la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, certains opérateurs et miniers, un cadre permanent de concertation dont les séances de démarrage ont été tenues à Kolwezi dans la province de Lualaba. Représentant le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques empêché, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilé Niemboué, a tenu à remercier l'initiative prise par l'ARE dans la deuxième semaine de l'énergie, tout en signifiant les défis que le gouvernement de la République attend faire, entre autres la mise en place d'un plan directeur de la desserte en électricité à travers l'énergie renouvelable. Le gouvernement de la République en est conscient et est à pied d'œuvre pour relever ces défis. À titre indicatif, pour faire face aux défis liés à l'accès à l'électricité, le gouvernement a élaboré un compact énergétique national qui tient compte des exigences du plan national stratégique du développement, du plan directeur d'industrialisation de la RDC et de l'objectif de développement durable 7 des Nations Unies à l'horizon 2030. Plusieurs participants ont été émus de ces échanges durant ces 3 jours pour apporter les solutions à ces secteurs très importants de la vie en RDC. En définitive, l'ARE promet dans les prochains jours la vulgarisation de la loi sur l'ARE, mais également le déploiement des projets des managers pour le suivi de ces projets. Prenons cette information en bref avant de finir dans ce journal. À la suite de l'appel à la solidarité lancé par le gouverneur Daniel Bumba afin de prévenir toute éventualité liée à la pandémie depuis les dernières pluies qui ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC, Dr Anwa Al-Baroudi, a remis ce jeudi 26 juin 2025 un chèque de $50 000 américains pour venir en aide aux sinistrés des pluies diluviennes d'avril 2025 regroupés dans les sites du Tata Raphaël, du stade des Martyrs et des Kinkole. C'est le directeur des cabinets du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Israël Moutala, qui a réceptionné ces dons. Il a été accompagné du ministre provincial de la Santé et d'un conseiller de l'autorité urbaine. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'ambassadeur avait visité les sinistrés et s'était dit profondément touché par leurs conditions de vie précaires. Dans ce
même élan de solidarité, le révérend pasteur Dioka, représentant légal de l'église Shekinah, avait également contribué en remettant un lot important des produits médicaux, des boissons et des couches jetables, ainsi qu'un chèque de 10 000 $ américains. En dehors de nos frontières, à quelques heures de la signature de l'accord de paix historique entre Kinshasa et Kigali sous les auspices de l'administration Trump, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'un des 5 facilitateurs régionaux désignés par la SADC-EAC, multiplie les rencontres avec certains chefs d'État, dont Paul Kagame, Félix Tshisekedi, dans moins de 48 heures. Alors, la rencontre avec Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans les conflits qui opposent Kinshasa et Kigali, est prévue dans les heures qui suivent. Edouard Chama nous fait le point. Lors du deuxième sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, tenu le 24 mars dernier, 5 anciens chefs d'État africains avaient été mandatés pour accompagner le processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Outre Olusegun Obasanjo du Nigeria, le groupe de facilitateurs comprend également Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Salihok Zewede de l'Éthiopie. La mission Obasanjo se poursuivra à Lomé au Togo où il avait rencontré le président Faure Gnassingbé, désigné médiateur par l'Union africaine afin de faire le point sur les avancées du processus. Figure majeure de la diplomatie africaine depuis la fin de son mandat présidentiel en 2007, médiateur dans plusieurs conflits notamment en Éthiopie, au Soudan du Sud, au Mali, pour ne citer que cela. Le visite de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo dans certains pays de la sous-région s'inscrivent dans une série d'initiatives qu'il porte en tant que telles. Ceci constitue une stratégie d'engagement direct avec le chef d'État du continent, misant sur une approche africaine de solutions africaines. Alors que la région demeure fragile avec de tensions récurrentes entre la RDC et ses voisins, le rencontre entre Kagame et Obasanjo le 25 juin 2025, puis avec Tshisekedi le 26 juin, pourrait ouvrir la voie à un regain de concertation régionale. Réputé dans le domaine de gestion de différends, Obasanjo jouerait un rôle d'un bon facilitateur auprès des dirigeants concernés, notamment en soutenant de mécanismes de dialogue inclusif. L'idée d'un sommet sous-régional à l'initiative d'anciens chefs d'État a d'ailleurs été évoquée dans le cercle diplomatique. C'est ici où l'on peut rappeler que ces tête-à-tête intervient alors que plusieurs pays africains du Sahel, à la Corne de l'Afrique, sont confrontés à des recompositions politiques et militaires. Dans ces paysages incertains, la diplomatie informelle, incarnée par des figures comme Obasanjo, apparaît comme un levier complémentaire aux canaux institutionnels souvent paralysés. Le choix du Rwanda pour cet échange n'est pas anodin. Il traduit aussi la volonté de Kigali de s'affirmer comme un interlocuteur stratégique dans les équilibres africains. C'est par cette note que nous mettons complètement fin à cette édition de la mi-journée, mesdames et messieurs. L'information reste en continu sur Bosolo Télévision. Au revoir.